bienvenue à Maître à bord. Écoutez, ce midi, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de où on en est rendu avec la recherche concernant ce qu'on appelle les phénomènes psy. Donc, tout ce qui touche à la télépathie, la prémonition, la voyance, les sorties de corps, la vie après la mort. Vous savez qu'il y a des recherches qui se font depuis très longtemps là-dessus. Il n'y a pas de consensus scientifique et pourtant, on ne peut pas nier que tous ces phénomènes-là existent. Personnellement, je fais des rêves prémonitoires extrêmement précis qui viennent souvent me prévenir de quelque chose de douloureux, de difficile pour atténuer le choc. J'en ai relaté quelques-uns dans certains de mes livres. Et ça, quand on se pose la question de savoir comment ça fonctionne un rêve prémonitoire et qu'on comprend que la conscience voyage et que l'espace-temps n'existe pas dans d'autres dimensions, puisqu'on peut avoir accès au futur comme au passé, ça ouvre un champ de tous les possibles. C'est comme si on pouvait comprendre à travers, entre autres, les rêves prémonitoires que tout existe et son contraire, et sans croire n'importe quoi, on peut quand même s'ouvrir à quelque chose qui est intangible, et c'est ce que de nombreux scientifiques ont fait depuis plusieurs années. Et il y a une ancienne journaliste que j'ai rencontrée en France et qui m'a interviewée aussi pour son magazine Inexploré à l'époque, qui est une partie de l'INRES, c'est-à-dire une télé spécialisée sur tous ces phénomènes-là intangibles. Et elle a fait un travail formidable à l'époque. C'était la première fois que quelqu'un qui m'interviewait comprenait vraiment ce que j'avais à dire et le reproduisait de façon aussi fidèle dans son journal. Alors, elle a écrit un livre fabuleux et je l'amène à l'écran. Je vous la présente. Alors, elle s'appelle Myriam Gablier. J'arrive dans 2 secondes. Elle a écrit Les mystères de la conscience, justement sur les prémonitions, télépathie, voyance, sortie de corps. Myriam est une ancienne journaliste. Elle est doctorante en histoire. Elle est aussi thérapeute. Salut Myriam, bienvenue à Maître à bord. Oui, bonjour, je suis ravie d'être là. Merci de m'accueillir. Écoute, ça me fait vraiment plaisir de te revoir. On s'était rencontrés à Paris. Tu as fait vraiment un article extraordinaire. Donc, je comprenais surtout ton intérêt parce que tu comprenais exactement ce que j'essayais de transmettre, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, comment t'es venu d'abord, toi, cet éveil-là pour t'intéresser à la conscience? Parce que c'est vraiment un travail ici là, de doctorante, justement, parce que c'est comme une encyclopédie de la conscience. Tu résumes dans ce livre-là tout ce qui s'est fait comme recherche. Alors, toi, comment tu as été attirée par tout ça? Alors, moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose, c'est que je suis un petit peu comme Obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, en fait. Ah ouais, hein? C'est qu'en fait, je suis née de parents qui étaient déjà en recherche d'une nouvelle façon d'être au monde. Et donc, j'ai grandi dans un milieu très alternatif, avec des adultes autour de moi qui s'intéressaient vraiment à tout ce qui était novateur dans les domaines de la sociologie, de l'écologie, du développement personnel, de la spiritualité, mais aussi de la politique. Et donc, c'est clair que la notion de conscience déjà a toujours été autour de moi, mais aussi plein d'autres notions qui sont reliées à la notion de conscience. J'ai grandi avec ça, et ça veut dire que ce qu'on appelle aujourd'hui le nouveau paradigme, c'est ma culture en fait. Je viens de là. Donc c'est assez particulier comme position parce que ça veut dire que j'ai souvent nagé à contre-courant, c'est-à-dire que déjà en tant qu'enfant, j'étais un petit peu à contre-courant de la culture mainstream, et en même temps, par rapport aux gens qui appartiennent au développement personnel, je suis des fois à contre-courant parce que comme j'ai grandi dans ce milieu-là, je suis aussi capable de poser un regard assez acéré, on va dire. Je vois bien les présupposés de ce milieu-là, je vois bien les travers de ce milieu-là. Donc, c'est comme si des fois, je suis un petit peu entre deux cultures. Voilà. Donc, et donc, c'est vrai que là, il y a quand même eu tout un bagage qui est le mien et qui gravite autour de la notion de conscience que j'ai vécu dans mon enfance, mon adolescence. Voilà. Donc, c'est comme ça, je suis tombée dedans et j'ai suivi le mouvement, on va dire. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents? Alors, ce n'est pas tant leur métier que leur choix. En fait, moi, je suis née en Afrique noire parce qu'ils avaient eu envie d'ouvrir l'horizon. Donc, je suis née en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Voilà, et de parents qui avaient vraiment envie de voyager. Alors, ils ont trouvé des postes, hein, ils travaillaient là-bas. Ma mère était bibliothécaire, mon père gérait des chantiers. Mais c'était surtout pour ouvrir l'horizon, en fait. Et donc, du coup, quand on est rentré en France,
voilà, il y a eu toute la mouvance, voilà, des années 70, enfin, tout ce voilà, tout ce qui a émergé à ce moment-là, et ils se sont vraiment engouffrés là-dedans euh, assez fortement. Donc, voilà, j'ai vraiment grandi dans un milieu très, très alternatif. Ah, ben écoute, c'est formidable parce que moi, ça a été tout le contraire. Un milieu totalement conservateur de scientifiques, un père médecin, et il a fallu que j'apprenne tout ça à partir de l'âge de 39 ans, finalement. Quel choc culturel pour moi. Bref, tout ça pour dire que si tu étais tombé dedans, donc c'est devenu naturel de par la suite adopter le métier de journaliste et d'aller travailler pour une télé, un magazine totalement ouvert sur la conscience. J'aimerais ça que tu me donnes ta définition de la conscience. On va mettre, je vais le mettre ici à l'écran, les mystères de la conscience. C'est un travail de recherche inouï que tu as fait. D'abord, il y a une partie au début historique pour comprendre d'où vient la conscience, à partir de quel moment on a commencé à en parler. Entre autres, c'est à partir de Descartes. Hein? Je pense donc je suis. Mais dis-moi, pour toi, c'est quoi la définition de la conscience? Alors, la conscience, on va quand même poser les choses. On va dire que c'est un mystère. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est la conscience. On a des scénarios, on a des élaborations, des systèmes qui tiennent plus ou moins bien. Mais soyons humbles, on ne sait pas ce que c'est. Donc ça, c'est la base. Mais ce qu'on peut dire quand même par rapport à la conscience, et je pense qu'il faut partir de là, c'est que la conscience, c'est ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Donc ce qui se présente à vous maintenant, c'est ça la conscience. Là, par exemple, vous entendez ma voix. Si je ralentis un petit peu, vous pouvez prendre le temps de sentir votre corps, sentir l'environnement. Et donc, tout ce qui se présente à vous maintenant, c'est ça la conscience. Ça veut dire que c'est une expérience intime, subjective, qui se renouvelle à chaque instant. Et en fait, ça, c'est un gros problème. Parce que quand on veut étudier, par exemple, scientifiquement la conscience, on a un problème de méthodologie. Parce que la science s'est construite en objectivant les sujets qu'elle étudie. Alors ils ont pourtant une influence sur le sujet. Voilà. Et donc, le truc, c'est que le chercheur doit mettre la conscience à l'extérieur de lui pour l'étudier, alors qu'en fait, la conscience, c'est ce qui se présente à lui à chaque instant. Donc, il y a une circularité qui fait que ça pose beaucoup de problèmes. Ça vient challenger la science sur sa méthodologie. Donc, en termes scientifiques, ça provoque une révolution radicale dont on ne mesure pas encore l'ampleur. Ça vient aussi questionner notre paradigme matérialiste, parce que notre culture mainstream pense que c'est vraiment le cerveau qui produit la conscience. Or, on est aujourd'hui avec des exemples qui montrent que ça n'est pas satisfaisant. Mais ça, je trouve intéressant qu'on mette une petite emphase là-dessus. Alors, c'est comme si, pour expliquer aux gens qui nous regardent présentement, c'est comme si le paradigme matérialiste dont Myriam parle présentement, c'est celui justement qui date de Descartes, donc de plusieurs centenaires. Ça fait 400 ans qu'on est dans le même paradigme et qu'on pense que le cerveau pourrait, pour mettre une image, sécréter la conscience comme le foie sécrète la bile. Ce qui fait qu'il y a plein de scientifiques qui, évidemment, s'opposent à cette pensée-là, qui comprennent qu'à travers, entre autres, les expériences de mort imminente, on a commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose. Justement, les phénomènes de télépathie qui ont été testés des milliers de fois en laboratoire. Qu'est-ce que tu as trouvé par rapport à tout ça? Parce que si la science ne peut pas le prouver avec des méthodologies très strictes, on ne peut pas nier que ça existe, la télépathie. Voilà, alors c'est ça qui est intéressant dans le livre que j'ai proposé, c'est que je parle de conscience, mais je parle de tous les aspects de la conscience. Donc, je n'ai pas omis justement tous les phénomènes hors normes de la conscience, les états modifiés de la conscience. Et donc, j'aborde les thèmes de télépathie, voyance, précognition, psychokinèse, guérison spontanée, EMI. Et là, ce qu'on découvre, c'est qu'effectivement, et notamment depuis la fin du 19e siècle, il y a tout un corpus qui a été élaboré, des recherches très sérieuses. C'est-à-dire qu'il y a des pionniers qui ont décidé d'appliquer les méthodes scientifiques à l'étude des phénomènes paranormaux. Et donc, aujourd'hui, on a des recherches qui ont été publiées dans des revues à comité de lecture, dont des choses très, très sérieuses, qui attestent du fait qu'il se passe bien quelque chose qu'on ne comprend pas. Ouais, ouais. Et qui suppose que la conscience est beaucoup plus vaste que le corps physique en tant qu'on comprend le corps comme étant juste une matière mécanique. Mais j'aimerais
tu nous expliques justement, par exemple, la télépathie, c'est un bon exemple. J'avais interviewé une psychologue dans les années 2000 qui disait qu'il y avait des milliers d'études et pourtant pas de conclusions scientifiques, même si on sait que ça fonctionne. Alors, pourquoi les méthodes scientifiques ne sont pas capables de s'adapter à quelque chose d'aléatoire comme justement la conscience? Alors, ce n'est pas tant un problème de méthode scientifique parce qu'effectivement, on a énormément de résultats d'études qui ont été publiées. On a tellement de données, en fait, qu'on peut faire des méta-analyses et des méta-analyses de méta-analyses. Par exemple, en 2018, voilà, il y a Etzel Gardena, qui est directeur d'un centre de recherche en Suède, qui a publié une méta-analyse de méta-analyse dans une revue hyper conservatrice parce que les résultats sont là. Donc, on a des résultats scientifiques, des protocoles hyper serrés. Par exemple, on a des protocoles en quintuple aveugle sur l'étude de la médiumnité. On a vraiment des choses très, très carrées au niveau scientifique. Mais le problème, c'est plus un problème dogmatique. Il faudrait que tu expliques c'est quoi les doubles, triples aveugles. Peut-être pas se rendre à quintuple, là, mais c'est quoi une étude avec un double ou triple aveugle? Ben, c'est-à-dire, c'est une étude, c'est un protocole qui se met en place qui vise à éviter tous les biais. Parce que, par exemple, avec la médiumnité, je repars sur cet exemple-là, on pourrait dire oui, mais non, les médiums, ils font justement de la télépathie avec les vivants, ils ne sont pas en train de communiquer avec les morts. D'ailleurs, on ne peut pas vraiment prouver qu'ils communiquent avec les morts. Hein. On est dans une situation où on ne peut pas le prouver. Mais en tout cas, on a des protocoles qui évitent le biais de la télépathie, qui évitent le biais de la précognition. Donc, par exemple, on pourrait dire que le médium dans le futur, s'il a l'information dans le futur, son moi futur peut lui transmettre au moi présent. Donc, ils vont très loin, c'est-à-dire que les chercheurs en parapsychologie arrivent à élaborer des protocoles pour éviter tous les biais. Et c'est ça qu'on appelle des protocoles en aveuglement, c'est-à-dire on rajoute des couches pour éviter tous les biais qu'on peut. Bon, alors, pour que ce soit biaisé, donc, et moi, je me souviens, quand j'ai interviewé Gary Schwartz, entre autres, qui est un chercheur américain qui a fait beaucoup de ça, s'il y avait un médium qui devait donner des informations sur quelqu'un qui était décédé, eh bien, il y avait pas la personne qui cherchait à avoir ces réponses-là devant lui. Il y avait juste le prénom. Maintenant, on veut des nouvelles de John, mais c'était le John de la personne en question qu'il ne voyait pas. Donc, tout ça, ce sont des protocoles à l'aveugle qui font en sorte qu'il n'est pas en train de faire la télépathie avec la personne parce qu'il ne l'a pas devant lui. Il ne sait même pas c'est qui. C'est ça qu'on comprend. Alors, effectivement, ça empêche de biaiser les études et pourtant, on n'a pas quand même de conclusions scientifiques fermes qui disent oui, ça existe. La vie après la mort, la survie de la conscience, ça existe. Alors, on va faire le tri. C'est-à-dire que l'histoire de la survie, de la vie après la mort, là, c'est encore un autre dossier. Je l'ai abordé là parce que c'était un exemple, mais on va rester avec les perceptions extrasensorielles, donc la télépathie, voyance, précognition, psychokinèse. Et là, on est quand même avec des méta-analyses qui attestent qu'il se passe bien quelque chose. Mais le problème, il n'est donc pas là, en fait. Le problème, ce n'est pas une histoire de résultats scientifiques, de protocoles empiriques. Le problème, c'est le modèle, c'est-à-dire que ça vient tellement confronter notre façon de voir la réalité que le milieu académique n'est pas équipé pour recevoir ces données-là. C'est-à-dire qu'il y a énormément de résistance parce que on a à l'heure d'aujourd'hui des modèles pour expliquer ça, mais ce ne sont que des modèles. Voilà. Et donc, c'est vraiment tout un changement. C'est pour ça qu'on parle d'un changement de paradigme, c'est-à-dire que ça nous oblige à complètement changer notre façon de voir la réalité. Et c'est assez radical. C'est vraiment très, très radical. Parce que comme tu l'as mentionné, l'espace-temps vole en éclats, la localisation vole en éclats, et donc on est obligé de concevoir qui nous sommes et la réalité qui nous entoure de manière très, très différente. Et ça, c'est assez... c'est vraiment une révolution, quoi. Mais pourtant, la physique quantique nous donne plein d'outils maintenant pour mieux le comprendre, puisqu'on a prouvé en laboratoire que le temps n'existait pas à partir justement d'expériences à partir de la physique quantique. Et c'est de plus en plus connu. Et on sait que les meilleurs scientifiques sur la planète sont ceux qui sont les plus inspirés, les plus intuitifs. Einstein était très intuitif. Oui. Alors pourtant, on est capable de reconnaître ça, mais on ne veut pas aller là. Qu'est-ce qui bloque? Alors, il y en a qui y vont, hein. Il y a vraiment des très grands scientifiques qui sont allés sur ce terrain-là, des prix Nobel, enfin des gens tout à fait respectueux, qui sont vraiment admis par des grandes académies. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à le faire plus de manière privée que publique parce qu'ils peuvent aussi mettre leur carrière en jeu. Donc, il y a ce problème-là, tout simplement. Mais il y a vraiment plein de scientifiques qui sont allés sur ce sujet-là.
Mais c'est vrai qu'encore une fois, si on parle du milieu académique, il va falloir un petit peu de temps. Alors ça bouge, c'est-à-dire que dans certains congrès de psychologie, on commence à parler de psychologie anomalistique, c'est-à-dire une psychologie qui s'occupe des anomalies. On commence à parler sérieusement des vécus de sortie hors du corps dans certains congrès de neurologie, parce que les personnes le vivent, on ne peut pas nier qu'ils le vivent. Mais, donc les choses bougent progressivement, tranquillement, mais c'est vrai que voilà, il y a un petit peu une force d'inertie du milieu académique qui s'accroche à un paradigme matérialiste parce qu'il est équipé pour penser comme ça. Et il fait son job avec ça, en fait. Mais c'est vrai que du coup, voilà, c'est difficile de faire bouger les lignes. C'est très difficile. C'est encore fantastique que tout ça ébranle le milieu scientifique et permet une ouverture vers quelque chose d'intangible et peut-être une meilleure compréhension et connaissance de l'énergie, de l'univers, de la connaissance universelle et tout ça qui arrive par exemple, quand moi je fais de l'écriture inspirée, c'est quoi qui se passe quand je reçois un message que j'ai pas réfléchi et pourtant c'est d'une criante vérité? Eh bien, je sais que j'ai été connectée à une forme de connaissance quelconque. Et j'aimerais ça qu'on passe à travers justement les différents aspects que tu explores dans ton livre. Alors, on a parlé, entre autres, de télépathie. On pourrait peut-être parler de prémonition. Qu'est-ce qui existe comme, justement, dis-nous qu'est-ce qui existe comme preuve, entre guillemets, en tout cas, que la prémonition, ça existe, hein, d'avoir donc des... Alors, les rêves... Alors, déjà, on va poser un sondage, c'est-à-dire que plusieurs sondages attestent que 40% de la population occidentale va vivre une expérience hors norme dans sa vie. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire, c'est presque une personne sur deux, mais c'est au moins une personne sur trois. Donc déjà, ce sont des expériences qui sont très communes, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et parmi ces expériences-là, effectivement, les rêves prémonitoires sont notamment les expériences les plus fréquentes, parce que quand on est dans un état de rêve, on va dire le conscient rationnel est beaucoup moins actif puisqu'on dort, on est dans un état de conscience élargi quand on rêve. Et là, il y a une perméabilité avec les zones inconscientes qui est plus poreuse. Donc, il y a plus de matériel déjà qui monte de l'inconscient. On sait que les rêves, c'est la voie royale vers les inconscients. Mais c'est aussi, du coup, la voie royale vers le fait d'être perméable à des informations extrasensorielles. Et là, il y a plein de modèles très intéressants qui suggèrent que notre structure psychique, donc on a construit une personnalité qui est la nôtre pour interagir avec le monde, mais qu'en fait, on a une structure psychique qui est bien plus grande que ça, et que cette structure est interconnectée avec d'autres structures. Par exemple, on est interconnectés toutes les deux, mais on est aussi sûrement interconnectés avec un champ informationnel collectif. Donc, on connaît bien l'inconscient collectif de Jung, mais il y a eu d'autres modèles. Et notamment, ces chercheurs en sciences psychiques de la fin du 19e siècle, du tournant du 20e siècle, ont élaboré des modèles super intéressants qui montrent bien que notre petite personnalité, en fait, c'est comme un bateau sur un océan psychique, en fait. On est connecté à des profondeurs et donc à des informations. Et si on travaille sur la porosité donc, de cette conscience, donc en gros, si on se relâche, on se détend, si on commence à rentrer dans des états de conscience un petit peu plus élargis, on peut avoir accès à des informations assez surprenantes, la télépathie, la prémonition, et on voit que les rêves prémonitoires, voilà, c'est vraiment le phénomène le plus courant. Et qu'est-ce que la science conclut par rapport aux rêves prémonitoires? Parce que comme je le disais en intro, si tu crois à ça, tu crois à tout, là, parce que moi, ma pensée, quand je pense à ça, c'est comme, OK, ma conscience sort du corps pendant la nuit, va se promener dans l'espace-temps, revient avec une information qui va se produire dans quelques heures ou quelques jours, d'une précision inouïe. Comment ça fonctionne et comment la science peut expliquer ça? Ben alors, là, encore une fois, il y a un modèle qui est beaucoup mis en avant, c'est la théorie quantique généralisée, parce que justement, la théorie quantique généralisée floute l'espace-temps. C'est-à-dire, on sait maintenant, et ça c'est admis aussi dans le milieu académique, que le temps est symétrique. Donc en fait, on a accès à on peut avoir accès dans certaines circonstances, certains états de conscience, à des informations futures ou des informations passées, ce qui explique la prémonition. Mais il faut bien comprendre en fait que déjà, en termes de comment on peut étudier ces phénomènes, soit on fait des enquêtes de terrain et on fait des statistiques, soit on étudie des cas particuliers, et là, il y en a qui sont effectivement absolument bluffants. Il y a notamment le cas d'un chauffeur de tramway qui a fait un rêve où il voyait un accident
en fait. Il a vraiment décrit une scène où il y avait un bus qui arrivait, la couleur du bus, il a décrit les gens qui étaient dans le bus. Et en fait, il y avait une collision entre son tramway et le bus. Et le lendemain, il s'est retrouvé dans la même scène et il a eu un flash et il a pu arrêter le tram à temps. Voilà, donc on a des choses qui sont quand même très, très concrètes au niveau des exemples empiriques qui sont étudiés par des scientifiques très sérieux. Et ensuite, on a des protocoles en laboratoire où là, on essaye de reproduire le même phénomène. Et là aussi, on a quand même des études intéressantes où des gens ont trouvé des protocoles pour attester de la prémonition. Voilà. Mais après, encore une fois, c'est comment on explique ça. On a des modèles qui sont intéressants, mais ça reste quand même assez mystérieux. Je cherche dans ton livre l'histoire d'un des écrivains français qui a vu un meurtre se produire en simultané. En fait, il a vu l'image et il est arrivé après, puis effectivement, ça s'était passé. C'est Alfred Musset, et alors je trouve ça quand même assez étonnant parce que j'ai ouvert mon livre tout à l'heure, je me suis dit quel exemple je vais choisir, je suis tombée sur celui-là, donc je trouve ça quand même étonnant que tu le mentionnes. La France et le Québec rapidement, instantanément. Mais effectivement, Alfred Musset se baladait dans Paris avec un groupe d'amis et d'un seul coup, il se retourne vers eux, il dit mais vous n'entendez pas, il y a des voix, il y a quelqu'un qui crie à l'aide, il faut qu'on aille l'aider. Et ses amis lui disent bah non, nous on n'entend rien, tu es en train de délirer. Et en fait, il est tellement saisi qu'il se précipite vers l'endroit il est appelé en fait vers un endroit. Et au moment où ils arrivent, effectivement, il y a la police, sauf que la personne a déjà été tuée, agressée. Et en fait, il est quand même très très touché par ça. Et surtout, on a des témoins indépendants qui sont ses amis. Et la force des polices qui était là sur place. Donc parce que c'est toujours difficile avec ces phénomènes de pouvoir objectiver, parce qu'après coup, on peut les revisiter, les arranger un petit peu. Donc il y a besoin qu'il y ait des témoins et que ce soit des témoignages fiables. Je suis même étonnée du 40% dont tu parles qui aurait vécu un phénomène psy-quelconque, parce que moi, je pensais que c'est pas loin de 100%. Tu sais, tout le monde que je connais, en tout cas, a déjà vécu quelque chose qui n'est peut-être pas rapporté dans les recherches scientifiques, mais toutes les mères de famille, par exemple, ont déjà vécu une forme d'intuition tellement forte qu'ils vont avoir un moment où est-ce qu'ils vont pouvoir sauver leur enfant de n'importe quoi parce qu'ils ont une intuition très forte. Ce qui fait que ça, c'est quand même assez répandu. Et ce que je voulais t'amener aussi à nous parler, c'est les phénomènes de ce que toi t'appelles, en fait, qui est de la kiné, comment ça s'appelle donc? Faire bouger les objets à distance. La psychokinèse. La psychokinèse qui est aussi il y a un autre terme plus connu. La psychokinèse ou de la télékinésie. La télékinésie. La télékinésie qui est la facilité, ou en tout cas la capacité de faire bouger des objets à distance sans les toucher. Et ça, il y a de nombreuses expériences rapportées par rapport à ça. Oui, il y a énormément de cas extraordinaires et puis des cas qui ont été étudiés en laboratoire. Et là, ça pose aussi la question de, en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, on a tendance à dire c'est l'esprit qui bouge la matière. Mais ce qu'il faut bien savoir aussi avec ce genre de recherche, de parapsychologie ou autre, c'est qu'on vient complètement flouter la frontière entre le corps et l'esprit. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. C'est en fait, on ne sait plus très bien si on a affaire à l'esprit ou si on a affaire à une intelligence du corps. Parce que, par exemple, justement, on parlait de prémonition tout à l'heure, les études sur le pressentiment montrent que c'est le corps qui reçoit d'abord le signal et que quelques secondes après, le signal monte à la conscience. Donc, c'est pas forcément avec la psychokinèse notamment, et j'en discutais encore hier parce que j'ai interviewé pour le livre que je suis en train d'écrire, un spécialiste de la télékinésie. Il disait qu'effectivement, en ce moment, il travaille sur des hypothèses qui veulent que ce n'est pas forcément l'esprit qui bouge la matière, mais qu'en fait, on est complètement flouté et qu'on est potentiellement une entité corps-esprit et qu'il se passe quelque chose aussi dans le corps qui est très, très importante. Et donc là aussi, on est encore sur des questions, moi qui me passionnent, c'est-à-dire que c'est pour ça que je trouve que quelque part, la parapsychologie et toutes les formes qu'elle va adopter, c'est peut-être le courant de pensée le plus percutant actuellement, et en tout cas au XXe siècle. Ça va mener aussi pour l'instant, mais ça risque de changer rapidement. Oui, parce qu'en fait, et c'est là où c'est pour ça que je dis la parapsychologie et toutes ses formes, parce que
on va dire, ce courant de pensée est un peu caméléon. Il est obligé d'adapter des formes différentes pour pouvoir rentrer dans des milieux parce que sinon, c'est trop stigmatisé. Donc, voilà, on a la psychologie anomalistique, on a les recherches sur la transe, on a des choses qui ne se disent pas parapsychologie parce que sinon, c'est trop difficile de faire passer le message, quoi. Tu sais, ici au Québec, j'avais interviewé dans les années 2000 une comédienne très connue, Claire Pimparé, qui m'avait raconté être capable, jusqu'à l'âge de 13 ans, de faire bouger les objets à volonté simplement par le pouvoir de sa pensée. Alors, elle était capable, par exemple, de fermer la télévision simplement par la pensée. Elle pouvait ouvrir un livre et le faire, en fait, s'ouvrir comme ça, là, à distance, jusqu'au moment où elle a eu peur. Elle a eu tellement peur qu'elle a fermé le canal, puis c'est plus jamais revenu. Et ça, bon, écoute, ça me fascinait à l'époque, mais il y a des gens qui peuvent plier des cuillères, il y a un paquet de trucs qui sont possibles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, bon, en France, on a 2 chercheurs universitaires qui sont spécialisés de ces sujets-là, c'est Renaud Evrard et Thomas Rabeyron, le professeur Thomas Rabeyron. Et alors, eux, ils travaillent beaucoup sur une hypothèse qui veut qu'on soit tous dotés de ces capacités-là, mais qu'effectivement, ces capacités sont exaltées dans certains cas. On a parlé des mères avec les enfants, donc là, il y a vraiment une connexion, on va dire, physiologique, psychique très forte, qui fait que cette capacité devient exaltée. On a aussi tous les cas de trauma, en fait. Les personnes qui vivent des traumas assez forts peuvent avoir des phénomènes de sortir du corps souvent. On a des cas où les gens, quand ils voient l'accident arriver, ils ont un vécu de sortir du corps et donc ils ont une capacité cognitive exaltée, ils voient à 360 degrés, ils voient tout, ils comprennent tout, ils sentent tout ce qui se passe, ils ont même des flashs sur le futur et le passé. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils peuvent slalomer entre les obstacles et avoir des performances motrices exaltés aussi, complètement dingue, des choses que peut-être s'ils avaient été dans leur état de conscience ordinaire, ils n'auraient pas réussi à faire. Donc on est vraiment avec quelque chose qui serait de l'ordre d'une capacité naturelle, mais qui serait exalté dans certaines circonstances. Ou si on peut s'entraîner à le faire, parce qu'évidemment, on n'apprend pas ça à l'école. Donc, si on apprenait à partir de la maternelle, la première année, à utiliser, par exemple, ce que les Américains ont fait pendant des années de temps, la CIA, le remote viewing, qu'on appelle en bon français, c'est-à-dire la vision à distance, où ils entraînaient des psychiques, des médiums, à voir à distance des cibles où ils pouvaient cacher des armes d'un pays ennemi pendant la guerre froide. On peut faire ça avec des enfants. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que surfent toutes les écoles de voyance et il y a pas mal de pédagogie nouvelle aussi. En Inde, il y a une école qui apprend à des enfants à voir les yeux bandés et ils ont des résultats assez étonnants. Et c'est vrai que tu disais tout à l'heure que peut-être on a tous eu ces expériences-là. Moi, je pourrais facilement te rejoindre. C'est juste une histoire de degrés, en fait. C'est juste que finalement, il y a des fois des phénomènes plus ou moins forts, mais tous des intuitions. On a aussi le chercheur Rupert Sheldrake qui a fait des recherches sur le fait de sentir quand on nous regarde. C'est-à-dire que des fois, d'un seul coup, on tourne la tête et effectivement, quelqu'un est en train de nous regarder. Bon, il a montré que c'est quand même quelque chose d'hyper fréquent. Ou de penser à quelqu'un, le téléphone sonne et hop, comme par hasard, c'est la personne. Bon, voilà, là aussi, il y a des études qui ont été faites qui montrent que c'est quand même très, très fréquent. Et donc, on est là sur des phénomènes un petit peu plus quotidiens, un petit peu plus moins forts, mais qui sont quand même très, très fréquents. Ouais. Il y a une question de culture, parce que je lisais un bel exemple aussi dans ton livre, entre un saint indien qui atteignait des états mystiques qui étaient considérés comme, évidemment, totalement divins, alors que la femme, il y avait une femme en Europe qui vivait la même affaire, puis elle était enfermée dans un hôpital psychiatrique pendant 25 ans. Donc, il y a quelque chose de très culturel en arrière de ça aussi. Oui, complètement. C'est-à-dire, le livre s'appelle La folle et le saint. Donc, elle est jugée folle et elle est en psychiatrie. Et lui, c'est un saint qui est vénéré en Inde, alors qu'ils ont les mêmes symptômes. Ils sont en état d'extase, en fait. Et donc, ça produit aussi des symptômes physiques, des symptômes énergétiques, des stigmates, des choses. Et c'est là où on voit qu'il y a des cultures qui sont plus ou moins équipées pour accueillir ces phénomènes. Et c'est clair qu'en Occident, on n'est pas du tout. C'est pas le choix qu'on a fait. On a fait le choix de la raison, on a fait le choix de la matérialité, et donc quelque part on a exclu
Et ça, il y a un chercheur, un sociologue, Bertrand Meeus, qui en parle très, très bien. Il dit que chaque culture fait des choix et exclut forcément certains pans du réel, parce que qu'est-ce que la réalité? Ça, c'est encore une autre question. Mais il y a quand même un choix, il y a des choix qui sont faits, et c'est vrai que les nôtres sont de ne pas favoriser ce genre de choses. C'est-à-dire que ce dont on parle, c'est de sensibilité. C'est-à-dire on n'a pas fait le choix de la sensibilité. Il est peut-être temps qu'on fasse des nouveaux choix. Moi, j'ai une question très intime à te poser. Est-ce que ta montre s'arrête quand tu as une montre sur le bras? Alors, j'ai pas de montre. Et j'ai pas de montre, et je pense pas que si je devais me donner une couleur par rapport à ces phénomènes-là, je suis pas sûre que les phénomènes énergétiques seraient ma couleur. Moi, je suis plutôt dans la clairvoyance. Mais je peux dire que moi, je ne peux pas porter de montre. Il n'y a pas une seule montre qui tient sur moi, elle se brise automatiquement. Ouais. Donc, j'en ai pas depuis des années à cause de ça. Et ça aussi, c'est un phénomène qui est relaté dans les recherches, c'est-à-dire que le magnétisme, parfois, peut brouiller tout ce qui est électrique, électromagnétique. Là, voilà. C'est intéressant aussi parce que justement, on voit que les modèles explicatifs vont évoluer selon les découvertes scientifiques qu'on fait. Donc, les modèles explicatifs, les premiers, c'était justement sur l'énergie. Oui, mais c'est de l'énergie, c'est du magnétisme, ce qui est vrai, il y a vraiment ça. Après, on a découvert les ondes radio, donc on a dit, ah, mais c'est des ondes à distance, électromagnétisme, tout ça. On a vu que c'était pas suffisant. Maintenant, on est sur des théories quantiques qui sont super intéressantes, mais c'est probable qu'elles ne soient pas suffisantes non plus. Donc, on cherche, en fait, hein, on est vraiment en train d'élaborer des modèles super performants parce qu'on parle d'un mystère. On ne sait pas ce que c'est. Voilà. Mais en tout cas, on commence à savoir et à comprendre que minimalement, la conscience survit au corps physique. D'ailleurs, c'est Descartes non pas Descartes, c'est qui? C'est Alan Kardec qui aurait introduit les notions de réincarnation ici en Occident, bien que en Orient, ça fait longtemps que c'est connu. Alors, j'espère on va voir ce nouveau paradigme de nos yeux, de notre vivant. Qu'est-ce que tu en penses en terminant? Ah ben, de toute façon, clairement, il faut qu'on sorte du paradigme matérialiste. La difficulté, c'est que quand on sort du paradigme matérialiste, on a tendance à tomber dans un paradigme du dualisme. On dit, ah bah d'accord, bon, il y a le corps d'un côté et puis il y a l'âme de l'autre. Et à la mort du corps, l'âme s'en va dans l'au-delà. Mais ça non plus, c'est pas satisfaisant. Il est plus intelligent de penser que tout est conscience, que tout est manifestation de la conscience et d'être dans quelque chose qu'on appelle un monisme. Et là, on pense les choses différemment. C'est-à-dire que c'est pas genre le corps qui est juste un véhicule et la conscience qui est le porteur de vie, mais c'est tout est conscience en fait. Et ça, c'est passionnant. Je vais juste finir avec quelques commentaires. D'abord, il y a Jean-François Vézina qui te fait dire un beau bonjour, que tu connais, le psychothérapeute que tu connais qui a écrit sur les synchronicités, entre autres. Tout à fait. Ben, bonjour, pareil. Alors, il y a plein de gens qui te remercient. Il y en a qui parlent de synchronicité, justement. Quelle belle synchronicité. J'apprécie beaucoup votre présence et vos connaissances. Alors, Myriam, je rappelle que c'est disponible d'ailleurs chez Renaud Bré ici et partout dans toutes les librairies au Québec, Les mystères de la conscience de Myriam Gablier et avec la préface de Frédéric Lenoir en plus. C'est pas aller chercher n'importe qui. Fréquente des gens de la haute. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, on ne se connaît pas très bien, mais on a travaillé ensemble à quelques moments et j'ai vraiment eu beaucoup de chance qu'il me fasse cette préface. C'est un vrai cadeau. Ouais, merci beaucoup. Alors, si vous êtes intéressé par la conscience, vous voulez comprendre, il y a vraiment une thèse de doctorat en arrière de ça. Ça a été beaucoup de travail de recherche? Oui, ça a été hyper intense. Bon, j'arrivais déjà avec pas mal de choses, mais en fait, j'ai eu le temps qu'on m'a donné parce que c'est un contrat, j'avais une deadline, voilà, j'avais pas le choix. J'avoue que j'aurais aimé avoir quelques mois de plus, mais en tout cas, voilà, ça a été hyper intense et par moments, j'avais l'impression d'être en survol de mon manuscrit. La nuit, je me réveillais, je disais, ah, mais il faut que je fasse ça. Enfin, ça a été vraiment une expérience assez folle. C'était super. Très, très intense. Tu sortais de ton corps la nuit pour aller chercher l'information et tu revenais. Ça, c'est bon. Merci beaucoup, Myriam, et bonne suite. Vraiment. Et bonne chance pour les prochains. Dès que tu en écris un autre, tu nous tiens au courant. Et les gens, ça vous intéresse, allez vous chercher cette encyclopédie qui peut être vraiment un livre de référence. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, vraiment. Merci pour ton accueil. Merci. À bientôt tout le monde. Bye.